Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac qui reçoit pour vous ce soir Ambroise Mamba. Il est journaliste, analyste, directeur des informations à Congo Web Télévision et présentateur de l'émission Table Ronde. Ambroise, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Ça a toujours été un réel plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. Avec vos analyses là un peu tatillonnées. Merci. Alors avec vous, nous allons parler de la loi Tchani, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive au sein de la population. Vous avez suivi les réactions de la Senko, des Katangais, des associations des métis, et puis la réaction des Kinois aussi. Dites-moi un peu, comment trouvez-vous tous les débats là liés à la proposition de loi Tchani? Voilà. Le problème de la loi Tchani, proposition, effectivement, ça c'est... encore une proposition. De manière formelle, on appelle ça proposition justement, mais dans les jargons, on dit tout simplement la loi Tchani. Elle peut être promulguée ou non, mais on appelle loi Tchani. Alors, le problème lié à cette loi, c'est on a politisé la question. Elle a été politisée. Lorsque vous regardez tous les débats qu'il y a aujourd'hui, la Senko a réagi, ainsi de suite, on a politisé. On n'a pas compris le problème de la loi Tchani. Le problème de la loi Tchani, il faut faire un distinguo. Il faut faire un distinguo entre le pays et les hommes politiques. Lorsque vous faites le distinguo, vous vous posez la question, entre le pays et les hommes politiques, qui devront nous sécuriser? Qui devront nous privilégier? Qui devront nous mettre à l'avant-plan? Si vous répondez à cette question, vous verrez que vous allez avancer par rapport à la loi Tchani. Du coup, je pose la question. Qui devons nous protéger, sécuriser alors selon Qui devons nous protéger? Entre la RDC et les hommes politiques. Ce n'est pas les individus. C'est le pays qu'on doit... Ce ne sont pas les individus. C'est le pays. En fait, la loi, toute loi a un caractère impersonnel. Toute loi ne vise personne. Toute loi ne privilégie personne en réalité. La loi a un caractère personnel. Mais il y a aussi des lois qui sont taillées sur mesure. Il y a aussi des lois qui sont taillées sur mesure. Même une loi qui est taillée sur mesure, la personne pour qui elle a été taillée n'est pas éternelle. Elle peut toutefois sauter d'une manière ou d'une autre. Il y a une autre personne qui peut revenir. Je vais ouvrir une parenthèse tout de suite. Je vais vous rappeler par exemple l'interprétation qui a été faite au niveau de la Cour constitutionnelle de l'article 70 de la Constitution lorsqu'on dit par exemple que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'élection du nouveau président élu. Cette interprétation de la Cour constitutionnelle a été faite à l'époque de Joseph Kabila. Mais Joseph Kabila n'étant plus au pouvoir, qui en bénéficie aujourd'hui? C'est celui qui était son opposant d'hier. Ça signifie que la loi ne devrait pas avoir... la loi devrait avoir un caractère impersonnel. Donc la loi sur la congolité, sur la nationalité congolaise, devrait avoir un caractère impersonnel. Et quand on regarde le caractère impersonnel, on privilégie beaucoup plus la RDC que les hommes politiques. Et c'est pour cela, vous prenez par exemple la loi Tchani, lorsqu'elle limite l'accès à la présidence de la République aux seuls Congolais qui sont nés de pères et de mères congolais, quelque part, c'est une discrimination, mais elle est positive, cette discrimination. Donc, selon vous, vous soutenez cette proposition de loi, elle est bonne pour vous, mauvaise? Oui, c'est mon analyse. C'est mon analyse. Cette loi, elle est bonne. Elle est bonne pour la RDC. Je vais m'expliquer pourquoi elle est bonne. C'est une loi, c'est une discrimination positive. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez la RDC, vous voulez protéger d'abord la RDC. Vous vous dites, protégeons la RDC. Vous la protégez de qui? Vous la protégez des personnes qui ont peut-être, sur le plan administratif, qui ont la nationalité congolaise, mais qui ont le cœur à un autre pays. Vous la protégez, vous protégez la RDC de ces personnes-là. Bien évidemment, on ne peut pas citer que non, tel a soutenu la RDC, tel n'a pas soutenu la RDC. Non, on n'est pas là. De manière générale et de manière impersonnelle, on protège la RDC des personnes qui, sur le plan administratif, ils ont la nationalité congolaise, mais le cœur n'étant pas au Congo. Il faut protéger le pays de ces genres de personnes. Et lorsque vous protégez la RDC de ces genres de personnes, mais elle fait des victimes. Cette loi fait des victimes. Il y a des victimes parmi ces gens-là. Mais les victimes ne devraient pas poser problème. Les victimes ne devraient pas poser problème. Comment ça? Ça ne devrait poser aucun problème parce que les victimes, ce sont des personnes à qui on a réservé aussi une possibilité d'agir en faveur de ce pays. On leur dit par exemple, messieurs, si cette loi fait de vous une victime, bien évidemment, nous sommes désolés, vous ne serez pas président de la République.
Mais vous pouvez devenir Premier ministre. Vous pouvez devenir, c'est pas moi, ministre. Vous pouvez devenir président de l'Assemblée nationale ou telle autre personnalité du pays. Ça signifie qu'à ces moments-là, on ne vous a pas totalement écarté de la gestion de la Respublica. On vous a donné quelque chose. Je vais ouvrir une parenthèse. Allez-y aux États-Unis d'Amérique. Tout le monde, nous savons que les sujets américains qui ne sont pas nés sur les territoires américains ne peuvent pas être candidats président de la République aux États-Unis. Posez-vous la question. Ce jour-là, lorsque cette disposition constitutionnelle avait été votée aux États-Unis, n'y avait-il pas des sénateurs américains qui étaient nés en dehors du territoire américain? Il y en avait. C'était considéré comme une discrimination pour ceux-là. Mais ils ont accepté. Parce que pour une raison ou pour une autre, ils se sont dit, nous protégeons notre territoire. Et c'est comme ça jusqu'aujourd'hui. Mais chez nous, c'est pas question de... C'est comme ça jusqu'aujourd'hui. Il faut naître dans notre territoire. Oui, non. oui, c'est comme ça. Mais la Constitution avait déjà réglé ce problème. Il faut juste être congolais. Non. Lorsque la Constitution dit qu'il faut être congolais, l'homme réfléchit dans le temps et dans l'espace. La Constitution règle le problème. Mais la réflexion de l'homme ne s'arrête pas là. L'homme réfléchit toujours au regard des données qui sont devant lui. Mais pourquoi seulement maintenant? Oui, je réponds. Pourquoi pas tout ce temps? Nous sommes, vous savez au moins que c'est la période électorale. Hein? Je réponds à la question. Non, il ne faut pas lier ça aux élections. C'est ça la faute de tous ceux qui râlent. Mais l'on se pose la question, mais pourquoi seulement maintenant? Est-ce que tu peux me laisser répondre à la question, Nicole Posso? Je sais que tu es journaliste, une très bonne journaliste. Allez-y, d'accord. De Tac au Tac Magazine, mais je sais également qu'en tant que citoyenne congolaise, tu as des ambitions, tu as une coloration politique. Non, je n'ai pas une coloration politique. En tant que citoyenne, pas en tant que journaliste. Quand tu es journaliste, je suis en train de poser la question parce que... Quand tu es journaliste, tu fais bien ton travail. Hein? Moi, je suis contre le tribalisme, la discrimination. Je voudrais que tu me laisses un peu continuer. Allez-y, d'accord. Je sais que moi aussi, en tant que citoyen congolais, j'ai un penchant. D'accord. Mais en tant que journaliste, quand je fais mon travail, j'essaie d'être professionnel, comme toi tu l'es également. Je soutiens, je te félicite pour ça. Merci. Alors, et pourquoi seulement maintenant? Je disais tout à l'heure que l'homme réfléchit dans le temps et dans l'espace. Il y a eu une constitution qui a été votée. Mais vous verrez qu'il y a des données qui sont en présence. Je suis en train de réfléchir. Je ne suis pas dans le cabinet du président de la République. Je voudrais vous poser la question. Connaissez-vous les données qui sont sur la table de tous les ministres, du gouvernement? Personne ne connaît, on ne connaît les données sécuritaires, non. On n'a pas accès, vous n'avez pas accès non plus. Deuxième question que je pose. Savez-vous que pendant le régime... C'est moi qui pose des questions, Ambroise. Non, je ne vous demande pas de répondre à la question. D'accord, allez-y. En fait, en réalité, quand je pose des questions, je voudrais que ceux qui nous suivent, et chacun, en ce qui les concerne, essaie de répondre à la question. Allez-y, d'accord. Alors, vous savez que pendant le régime de Joseph Kabila, le responsable de l'ANER, Kalev, avait établi une liste des officiers, du M23 qui ne devraient pas intégrer les FARDC. Oui. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on peut croire que c'est une invention de Félix Tshisekedi aujourd'hui. Mais déjà à l'époque de Joseph Kabila, il y avait une liste qui avait été établie par Kalev. Ça signifie que déjà Kabila avait remarqué que non, telle personne ne peuvent pas intégrer notre armée. Parce que si nous voulons protéger ce pays, ces gens-là ne peuvent pas intégrer notre armée. Mais ça, on peut appeler ça une discrimination. Parce que ça n'a pas de soubassement légal. On devrait avoir un soubassement légal, un soubassement juridique, une loi pour interdire aux personnes, aux nationalités douteuses de ne pas intégrer les rangs des FARDC, par exemple. Voilà pourquoi je parle des données qui, en ce moment, ne sont pas sur notre table à nous. Des données qui sont sur la table des autorités de ce pays. Ils le regardent. On a soufflé à Félix Tshisekedi qui avait un problème, on a soufflé à l'oreille. Je ne veux pas lui dire qu'on a soufflé, mais je suis en train d'imaginer qu'il a accédé à certaines données. Il dit par exemple que nous regardez la situation de l'Est. Regardez comment nous sommes agenouillés. Regardez, il y a des gens qui n'ont pas le cœur au Congo. Ce sont ces gens de personnes qu'il faut déjà mettre hors d'état de nuire, à travers déjà une loi. Bien évidemment, je peux citer Moïse Katumbi. Moïse Katumbi est une victime de cette loi. Il pourra être... C'est un peu malheureux pour lui si la loi arrivait à être votée et promulguée à l'Assemblée nationale. C'est un peu malheureux pour lui, mais il pourrait en être une victime.
Il peut être victime de cette loi. Mais cette proposition de loi vise Moïse Katumbi. Je vais l'encourager. Ça vise Moïse Katumbi. Parce que si c'était impersonnel, vous dites que non, la loi est impersonnelle. Même le porteur de cette loi à l'Assemblée nationale, Tingi Pouloulou, l'a dit qu'on ne visait personne. Mais moi, quand même, je me pose des questions. Mais pourquoi l'initiateur de cette proposition de loi exige un débat avec Moïse Katumbi? Pourquoi seulement avec Moïse Katumbi? Vous avez posé une bonne question. Oui. Vous allez me laisser le temps de répondre? Si ce n'était pas impersonnel. Je peux répondre? Oui, allez-y. Moïse Katumbi est-il le seul Congolais qui n'a pas un père congolais dans ce pays? Il y en a beaucoup. Je ne vous demande pas de répondre. Non, il y en a beaucoup. C'est pourquoi même il y a les associations des métis aussi. Pourquoi nous parlons de Moïse Katumbi? Pourquoi parlons-nous de Moïse Katumbi? C'est vous qui avez cité Moïse Katumbi tout à l'heure. Non, pourquoi disons-nous que la loi vise Moïse Katumbi alors qu'il n'est pas le seul? Mais c'est parce qu'il a annoncé sa candidature à la présidentielle. La loi va faire des victimes. S'il n'avait pas annoncé sa candidature, je ne pense pas que Noël Tchani allait... Pour ne pas gâcher l'émission, c'est moi qui réponds. Allez-y. Vous pouvez poser les questions, mais c'est moi qui réponds pour ne pas gâcher l'émission. D'accord. En fait, la loi va faire des victimes, dont Moïse Katumbi. Il y aura beaucoup de victimes, mais dont Moïse Katumbi. Et ces victimes ne sont pas totalement écartées de la gestion de la chose publique. Ils vont servir le pays d'une manière ou d'une autre. Projetez-vous dans l'avenir. Mais ce n'est pas seulement la magistrature suprême. Hein? On a dit quelques postes de souveraineté. Oui, c'est pourquoi je parle bien de la postes de défense souveraineté. Aussi, intérieure. C'est à ce niveau qu'il faut protéger ce pays. Projetez-vous dans l'avenir. D'ici 100 ans, tous les politiciens actuels ne seront plus en vie. D'ici 100 ans. La loi là, qui va exister juste après 100 ans, va protéger ce pays. Peut-être aujourd'hui, les gens politiquement, parce qu'ils ont des intérêts derrière Moïse Katumbi, qu'ils râlent, qu'ils dénoncent, ils disent non, nous sommes contre la loi. Non. Pensez-vous vraiment que toutes ces personnes-là qui râlent, c'est parce qu'ils sont derrière, même la Senko aussi. Pourquoi je dis ça? Peut-être le moment est mal choisi avec la situation sécuritaire. Nous avons besoin de la Tu ne me laisses pas répondre aux questions. De la cohésion nationale. Tu ne me laisses pas répondre aux questions. Allez-y. Ça gâche l'émission. Non, ça fait du ping-pong. Non, allez-y, Ambroise. Allez-y. Qui a dit que la RDC doit forcément avoir un président de la République qui s'appellerait Moïse Katumbi? Qui a dit que la RDC doit avoir forcément un président de la République qui s'appellerait Félix Tshisekedi? Personne. Personne. Au moins, on met une loi qui protège le pays et qui ne protège pas Moïse Katumbi. Qui protège le pays? Entre le pays et Moïse Katumbi, c'est le pays qui gagne et non pas Moïse Katumbi. Ça signifie, en d'autres termes, on n'est pas obligé d'avoir quelqu'un qui s'appellerait Moïse Katumbi à la tête du pays. On n'est pas obligé d'avoir quelqu'un qui s'appellerait Félix Tshisekedi à la tête du pays. On est au moins obligé d'avoir quelqu'un qui a seulement le cœur, seulement un cœur au Congo. Je vais vous donner une démonstration. Posez à tous les anciens moboutistes qui ont eu à s'exiler dans les pays étrangers. Il y a André Atundu qui a aujourd'hui intégré l'Union sacrée de la nation. Posez-lui la question. Ils ne voudront jamais aller en exil. On se sent mieux chez soi. On se sent mieux chez soi. On est mieux servi que chez soi. Mais tout le monde qui a pas une double nationalité dans le sens administratif, mais tout le monde qui a d'abord une première patrie ailleurs et qui prend la RDC comme sa deuxième patrie, il se sent mieux aussi ailleurs. Pas seulement au Congo. Ça signifie que quand ça va barder au Congo, il peut fuir pour aller ailleurs. Mais le Congolais qui n'a que sa seule patrie à lui seul, le Congo, cette personne-là ne se sent mieux que chez lui. C'est pour cela les anciens moboutistes, lorsqu'ils ont fui, ils sont allés en exil, ils ne se sont pas sentis mieux là-bas. Ils sont rentrés vite au pays. Et pendant le régime de Kabila, il y a même un qui avait dit « Moi, je ne vais plus vivre l'exil. » Il faut protéger son propre pays. Il faut protéger son propre pays. Il faut donner à ce pays la chance d'être dirigé par les personnes qui n'ont que leur seul pays comme patrie. Ils vont protéger ce pays. Là, ils vont protéger la nation. Tout le monde sera visé alors. Parce que cette affaire de double nationalité, même Noël Tchani lui-même là est américain. Il ne faut pas faire l'amalgame. Non, je ne fais pas l'amalgame. Déjà, la loi dit je ne parle pas de la double nationalité. La nationalité congolaise est une. Je ne parle pas de la double nationalité. La double nationalité, c'est autre chose. Mais vous dites que non, il faut Je parle de deux patries et non de deux nationalités.
Je parle de deux patries et non de deux nationalités. La nationalité, elle est administrative. On peut l'acquérir. Quelqu'un qui n'est pas né congolais peut entreprendre une démarche sur les plans administratifs. S'il réunit les conditions, il peut aller ailleurs. Cette personne-là va être un problème pour le pays. Voilà pourquoi quand vous avez les Congolais, qui n'ont que le seul pays comme seule patrie. Non, et ceux qui ont adopté alors la nationalité, pour eux, le Congo, c'est leur patrie. Oui, je voudrais qu'on fasse un débat qui ne concerne qu'un seul sujet. Je voudrais peut-être parler de la double nationalité plus tard. Parce que ce sont tous des Congolais. Parce qu'on dit toujours, on ne peut pas être, je ne sais pas si vous Congolais d'origine. On peut être Congolais d'origine, on peut être Congolais par adoption, on est Congolais. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. J'ai dit que l'homme réfléchit dans le temps et dans l'espace. La Constitution a dit cela. On est Congolais, on a une nationalité congolaise d'origine, on a une nationalité congolaise d'adoption, ainsi de suite. Ça, c'est ce que la Constitution a dit. Et sur le plan de conditionnalité pour accéder à la magistrature suprême du pays, il n'y a pas de problème. Il faut être congolais. Mais il se fait maintenant que l'homme, au regard des données des terrains, au regard des données du terrain, on constate que le pays est mis en difficulté beaucoup plus par des gens. Moïse Katumbi pourrait faire l'exception. Le pays est beaucoup plus mis en difficulté par des gens qui... Des pères et des mères. Non, pas ceux qui sont des pères et des mères. Les gens qui sont des pères et des mères, ils peuvent se repentir d'une manière ou d'une autre. Ils peuvent mettre leur pays en difficulté. Ils peuvent trahir leur pays. Mais ils vont se repentir. Ah, oui. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Pourquoi? Depuis l'époque de Mobutu jusqu'à présent, ils se sont déjà repentis. Quand je parle de la repentance, ne la comprenez pas de cette manière-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans leur fort intérieur, ils peuvent dire, ils peuvent reconnaître que non, j'ai mis mon pays en difficulté. Mais celui qui n'est pas de père et de mère, quand il aura commis un forfait, il ne sera pas inquiété dans son cœur. Vous êtes sûr? Mais parce qu'il a une autre patrie. Même s'il a une autre patrie. Mais parce qu'il a une autre patrie, il sait que même si ça barbait ici, je vais aller ailleurs. Vous êtes un homme de Dieu. Est-ce que vous connaissez l'histoire des bons samaritains? Le bon samaritain, Ambroise. Hein? Je ne voudrais pas qu'on fasse du méli-mélo. Je vais même expliquer l'histoire du bon samaritain. Je vais m'expliquer du bon samaritain. Je suis en train de dire qu'il faut protéger le pays. Vous avez deux personnes. Une personne qui n'a pas de père congolais, une autre personne qui a des pères congolais. Les deux peuvent mettre en difficulté la RDC. Mais il y a toujours un qui revient à la maison. Il y a toujours un qui revient à la maison. C'est celui qui est né de père et de mère congolais. Il y a toujours un qui revient. Mais l'autre ne revient jamais. Ah bon? L'autre ne revient jamais. C'est pour cela qu'il faut donner la chance au pays d'être dirigé par ceux-là. D'être dirigé par cela. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut se projeter dans les 100 prochaines années. On a juste besoin des institutions fortes, Ambroise, pour que le pays soit protégé. Il faut des institutions. Et pour qu'on ait des institutions fortes, il faut des hommes forts. Vous savez des hommes qui ont le cœur pour ce pays. Hein? Vous savez que les institutions fortes, on n'aura jamais les institutions fortes lorsqu'on a à la tête du pays des gens qui n'ont pas le cœur au pays. On n'aura jamais ces institutions fortes. Je vais te donner un exemple. Vous avez suivi que Donald Trump est inculpé aux États-Unis d'Amérique. C'est le premier président américain à être inculpé par la justice. Est-ce qu'au Congo, ça peut être fait? Déjà avec cette loi qui protège les présidents de la République quand ils ne sont plus présidents dans les fonctions. C'est vous qui parlez des institutions fortes. Je voudrais juste répondre pour dire que... Mais pour qu'on ait des institutions, il faut des hommes. C'est ça. Il faut avoir des hommes forts. Je voudrais me taire pour que vous répondiez aux questions. Allez-y, Ambroise. C'est un débat, on est en train de discuter, il n'y a pas de souci. Pour avoir des institutions fortes, et là je suis d'accord avec vous, il faut la volonté politique de celui qui est au pouvoir, du président de la République. C'est lui qui peut ouvrir son cœur pour que nous puissions avoir des institutions fortes. C'est lui qui peut permettre à la Cour constitutionnelle de les juger. Mais s'il ne le permet pas, on n'aura pas ces genres d'institutions fortes. Mais c'est ça le problème maintenant. On n'en aura pas. Ça, c'est maintenant. Va marcher comment?
Ça, c'est maintenant une autre paire de manches. Ça, c'est un autre débat. Mais nous sommes dans un autre débat. Oui, nous sommes dans le débat de la congolité. De protéger d'abord le pays à ses niveaux. Quand on aura fini ce débat de la congolité, on va passer maintenant au deuxième débat qui concerne la mise en place des institutions fortes. Et là, on va chercher des voies et moyens pour y parvenir. Ah oui, alors Ambroise, comment avez-vous trouvé quand même la réaction de la Senco qui dit que cette loi est discriminatoire? Il y a même les sons de Mamadou Ndala qui est en train de crier contre cette loi. Et cette loi va diviser le Congolais, qu'on laisse le Congolais libre de choisir. Qui ne sait pas que les évêques de la Senco sont des politiciens? Qui ne sait pas, ça c'est connu. C'est un secret des polichinelles. Ils sont des politiciens. Bintou qui ne sait pas que le cardinal Ambongo... contre cette loi. Qui ne sait pas que le cardinal Ambongo est tout le temps avec les politiciens de l'opposition? Qui ne sait pas ça? Ah, qui ne sait pas ça? Il est maintenant avec les politiciens de Qui ne sait pas qu'il est tout le temps avec les politiciens de l'opposition? C'est pourquoi je dis que moi personne ne va pas m'avoir dans son piège par rapport à la politique de mon pays. Je comprends très bien ce qui se passe dans mon pays. La Senco, lorsqu'elle parle de la discrimination, mais moi j'ajoute... Que le Congo n'a pas besoin de ça maintenant. Moi j'ajoute. Je dis, le Congo en aura besoin quel jour? Non, je vais poser la question. Si le Congo n'a pas besoin de ça maintenant, c'est l'opportunité. Je prends les termes de la Senco. Oui. Si le Congo n'a pas besoin de ça maintenant, il en aura besoin. C'est à la Senco de répondre parce que c'est par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est. On a besoin d'être unis pour trouver la solution parce que cette loi divise. Il y a maintenant des métis de l'autre côté. C'est comme si tu as la peau blanche, là, c'est ça, le problème. Quand tu as la peau noire, tu es congolais. Comment prouver une personne qui a la peau noire ou bien en bois comment prouver que je suis congolaise? Laissez-moi le temps de répondre. Oui, allez-y. Parce que c'est moi qui fais l'émission. D'accord, je sais que c'est vous qui faites l'émission. Ça me rappelle le prof Kalele que je salue. C'est moi qui fais l'émission. Il m'a toujours dit ça, Nicole, c'est moi qui fais l'émission, oui. Là, je suis d'accord avec la Senco. Là où je ne suis pas d'accord avec la Senco, c'est lorsqu'elle ne soutient pas la loi. La loi, il faut la soutenir. Mais poser maintenant peut-être les problèmes de l'opportunité après. L'opportunité, oui. Il faut d'abord la soutenir. Le Congo devrait avoir cette loi. Il faut avoir cette loi pour protéger la RDC. Maintenant, poser les problèmes de l'opportunité après. Est-ce que cette loi est-elle opportune en ce moment où le Congo a besoin de l'unité? De l'unité, de la cohésion nationale. Pour chasser l'agresseur du pays. Oui. C'est là que je dis non. Le Congo n'a pas besoin de cette loi maintenant. Parce qu'on a besoin de l'unité. L'unité, bien entendu, on aura besoin de Moïse Katumbi. On aura besoin de tous les demi-Dakar, comme on les appelle. On aura besoin d'eux pour qu'on fasse bloc ensemble, qu'on crée cette unité afin de chasser l'ennemi. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas d'opportunité d'avoir cette loi. Parce que ces gens-là vont être quand même mécontents. Ils vont être mécontents. Il faut quand même reconnaître que Moïse Katumbi a aussi un poids politique quelque part. Ils vont être mécontents. Tous ces Congolais, même si parmi les Congolais des pères et des mères, il y en a qui soutiennent Moïse Katumbi, parce que la tension monte déjà au Katanga là-bas. Hein, non, je ne parle pas de la tension, je ne voudrais pas que vous puissiez orienter de cette manière-là, c'est moi qui réponds, c'est ma réponse. Et tous ces gens-là, on aura besoin de toutes ces personnes pour créer cette unité. On en aura besoin. C'est peut-être pour cela qu'il faut qu'on mette une trêve à cette loi, au débat de cette loi. On peut laisser tomber, on crée d'abord l'unité, on cherche l'ennemi. Dès qu'on a vaincu l'ennemi, on revient sur la loi. Mais cette loi a été rejetée, non, en 2021? J'ai dit tout à l'heure que l'homme réagit dans les temps et dans l'espace. Elle a été rejetée. Peut-être parce qu'à l'époque, on n'avait pas les données. Madame, regardez ce qui se passe dans l'Est du pays. Êtes-vous sûr que ce n'est pas par rapport regardez ce qui se passe dans l'Est du pays. Pas... Il faudra que nous puissions avoir la possibilité, sur le plan légal déjà, sur le plan légal, on devrait savoir qui fait quoi. Qui occupe quel poste et qui ne l'occupe pas. Sur le plan légal, au regard de la loi congolaise, on ne devrait pas laisser... Mais depuis tout ce temps, qui nomme toutes ces personnes-là, des étrangers, des infiltrés, des Rwandais qui sont dans l'armée, dans l'administration, dans les institutions? N'est-ce pas des Congolais, des pères et des mères? Je vais expliquer quelque chose. Vous avez posé une bonne question, laissez-moi le temps de répondre. Ne m'interrompez pas. Je vous laisse parler. Vous posez la question, qui nomme tous ces gens? Vous savez que le président de la République actuellement a refusé les brassages et le mixage. Lorsqu'on a demandé les négociations avec le M23, on a refusé ça justement parce que c'est ça qui agenouille les FARDC, qui affaiblissent l'armée congolaise. Les mixages affaiblissent l'armée congolaise. Et maintenant, vous posez la question, qui fait ça? Lorsqu'on va dans les négociations, il y a des pressions sur nos dirigeants. Les pressions qu'il y a sur nos dirigeants, les dirigeants cèdent.
Les dirigeants congolais cèdent. On se retrouve avec des personnes qui n'ont pas les cœurs au Congo, qui ont les cœurs au Rwanda, par exemple, mais en train de gérer un ministère important, en train de gérer un bataillon de l'armée, en train de gérer une zone militaire, en train de gérer toutes ces choses. On se retrouve avec toutes ces personnes-là. Mais maintenant, puisqu'il faut encadrer, protéger la RDC, lorsqu'il y aura la loi, même s'il y a les pressions, les dirigeants vont s'appuyer sur la loi. Ils vont dire, oui, bien entendu. Même si je négocie avec le M23 aujourd'hui. Mais, messieurs, vous ne pouvez pas accéder à tel poste parce que la loi ne vous l'autorise pas. Il y a à boire à manger. Vous ne pouvez pas. On vous donne tel autre poste, mais pas tel autre poste. Comme ça, on sait que les postes de commandement sont beaucoup plus occupés par les Congolais. Selon vous, les Congolais des pères et des mères d'origine, les Congolais 100%. C'est ça, protéger son pays. Oui, 100%. C'est ça, protéger son pays. Ce sont ces Congolais-là qui peuvent protéger. Sinon, si vous voulez protéger les Congolais, vous allez tuer votre pays. Vous savez qu'en sciences politiques, il y a un principe qui dit mieux vaut prendre des mesures impopulaires pour la grandeur de la ville. On ne regarde pas l'homme, on regarde la ville, on regarde la grandeur du pays. En sciences politiques, il y a ce principe qui dit mieux vaut des mesures impopulaires. Ça signifie quoi? Je donne un exemple clair. Il y a un marché pirate qui est créé, érigé quelque part. Les femmes vendent là. Elles nourrissent leurs enfants à partir de ce marché-là. Mais ça crée l'insalubrité dans la ville. Ça détruit la ville. L'autorité fait quoi? Il dit, je vais mettre fin à ce marché. Même si ça va créer la souffrance de ces femmes. C'est ça l'opération coup de poing d'ailleurs. C'est ça l'opération coup de poing. C'est une mesure impopulaire pour garder la ville propre et grande. Aussi, hein. Ça signifie que la loi Tchani peut être qualifiée aussi d'une mesure impopulaire. Parce qu'il y a des gens qui vont se retrouver être victimes. Mais c'est pour la grandeur du pays. On ne protège pas les individus. Si on se bat pour protéger les individus, on va tuer le pays. Oui, Ambroise, mais il faut savoir que nous sommes en Afrique. Et particulièrement en RDC. Et vous savez très bien que nos dirigeants, quand ils sont au pouvoir, ils votent de lois qui les sécurisent. Quand ils sont là. Moi, je ne soutiens Même à l'époque de Kabila. Moi, je ne soutiens pas les lois qui sont taillées sur mesure. Nous avons commencé, prenez la loi sur la loi portant statut des anciens présidents de la République élus, qui protège aujourd'hui Joseph Kabila. Quoi qu'il fasse, il ne sera pas poursuivi. C'est au regard de cette loi. Cette loi est un départ pour quelque chose. C'est quoi ce départ? Excusez-moi. Vous avez dit qu'en Afrique, les présidents taillent sur mesure le loi. Ça, c'est l'Afrique. Mais lorsque vous ne sécurisez pas un président de la République qui doit quitter le pouvoir, vous lui demandez de quitter le pouvoir pour que demain, vous puissiez l'arrêter. Il ne laisse pas le pouvoir. Il faut lui donner la possibilité de laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est cette loi-là. C'est un début. C'est un début. Maintenant, Kabila est protégé. Mais au moins, il est parti. Vous pouvez arriver à un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième président. Et puis vous remarquez que maintenant, c'est bon, nous avons une base. Nous pouvons changer la loi. Nous pouvons dire, mais maintenant, parce que toute la classe politique est engagée dans l'alternance démocratique, nous pouvons changer la loi. Maintenant, on ne protège plus les présidents élus. On les met maintenant face à leurs responsabilités. S'ils ont mal géré, ils ont commis des crimes économiques. Mais la loi a toujours été... Ça, c'est dans le temps. On peut évoluer. La loi a toujours été un couteau des tranchants. Hein. Il faut vraiment être très prudent parce que aujourd'hui, on cite, c'est Moïse Katumbi qui est visé, mais demain, ça sera d'autres personnes qui vont se retrouver, qui seront des victimes. Écoutez, moi je ne comprends pas lorsqu'on dit que Moïse Katumbi est visé. Je ne comprends pas. Bon. Mais sur le plan politique... Est-ce que vous connaissez ce qui fait la force de Moïse Katumbi? Non, c'est sur le plan politique en fait. Sur le plan politique? Peut-être juridique, oui. C'est autre chose. Sur le plan politique. Parce que tout est politisé dans ce pays. Je voudrais d'abord vous dire quelque chose. Connaissez-vous la force de Moïse Katumbi? La force de Moïse Katumbi n'est pas dans sa popularité. Moïse Katumbi, c'était un personnage sportif très important de ce pays. Populaire sur le plan sportif. Mais sur le plan politique, non. Sur le plan politique, Moïse Katumbi n'est pas populaire. Ce qui fait la force de Moïse Katumbi, c'est son argent. Je vais vous dire pourquoi. Comment ça, c'est son argent? Vous parlez toujours de l'argent. Donc, quand vous voyez Katumbi, c'est toujours l'argent. Je vous explique. Et tous ceux qui s'enrichissent ici, en Je vous explique.
Là, ça devient compliqué. La force de Katumbi n'est pas dans sa popularité. La force de Katumbi est dans son argent. Prenez Joseph Kabila. Pourquoi Joseph Kabila a eu peur de Moïse Katumbi à l'époque? Ce n'est pas parce que Moïse Katumbi avait été populaire. À cause de son argent. C'était à cause de son argent. Pourquoi? Parce que le politique... Il achète. Plus vous parlez, plus vous gâchez mes idées. Allez-y, Ambroise. On n'organise pas les élections en Afrique pour les perdre. On les organise pour les gagner. Un président sortant, quand il organise les élections, il entend les gagner. Et souvent en Afrique, on ne veut pas avoir un candidat qui a beaucoup de moyens financiers. Pourquoi? Parce que ce candidat aura la possibilité d'avoir des témoins. Si on veut tricher, on n'aura pas la possibilité de le faire. Donc, Chéribert Okende a raison de dire que Moïse Katumbi fait peur. Pas parce qu'il est populaire, peut-être parce qu'il a l'argent. Parce qu'il a peut-être des moyens à engager. Mais parce qu'il peut battre. Il a des moyens à engager. Non, pas battre. Pas battre, mais mettre en difficulté une petite manœuvre qui peut exister en Afrique. Je ne vais pas dire que Félix Tshisekedi veut tricher les élections. Je ne vais pas dire, je ne travaille même pas pour Félix Tshisekedi, je ne travaille pas pour lui. Mais je réfléchis, je dis qu'en Afrique, il y a toujours cette petite manœuvre qui se donne ceux qui sont au pouvoir, de pouvoir se donner la possibilité de contrôler les choses. Mais lorsque vous avez un opposant qui a beaucoup de moyens financiers, et ça sera très compliqué de pouvoir faire ces manœuvres. Et pour conclure ce sujet, qu'est-ce que vous dites par rapport à cette loi? Parce que nous allons passer rapidement à la situation sécuritaire. Nous chutons déjà. Il faut soutenir la loi Tchani. Peut-être l'opportunité ne s'y prête pas parce que le président Machala dit qu'il faut l'améliorer un peu. Il fait la politique. Les grands-parents. Il fait la politique. Machala fait la politique. C'est de la politique qu'il fait. C'est un opposant actuellement. Il fait la politique. Il a proposé. Il entend faire mal à Félix Tshisekedi parce que selon lui, Félix Tshisekedi aurait de grands-parents d'une nationalité étrangère et que en proposant cela, il mettrait en difficulté la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle de 2023. Donc c'est purement politique. Alors nous allons passer... Tous ceux qui font la politique, ne réfléchissent pas dans l'objectivité. Ils sont toujours dans la subjectivité. Tous ceux qui font la politique. Ok, c'est bon. C'est pourquoi tous ceux qui dénoncent la loi Tchani, ils sont dans la subjectivité. Ils protègent leurs intérêts. Ils ne protègent pas le pays. Il faut protéger le pays. Soutenir la loi. Réfléchir quant à l'opportunité après. Parce qu'on a besoin de l'unité aujourd'hui. On peut mettre la trêve, mettre la loi au Même après les élections. Même après. Après les élections, plus tard. Bon, moi, je ne parle pas d'après les élections. Moi, je parle d'après la victoire. Que tous les candidats, peuvent postuler tranquillement après les élections. Même en 2050. Moi, je ne parle pas d'après les élections. Moi, je parle de l'Est. Quand on aura vaincu l'ennemi. Oui. Maintenant, ça peut arriver que ça s'efface après les élections. Bon, et qu'on finisse d'abord avec la situation de l'Est. Alors, nous allons rapidement parler de la situation de l'Est plutôt. Ambroise Momba, les M23 se retirent et laissent la place à l'EAC. Est-ce que ce n'est pas consacré la balkanisation? Je vais un peu lire, il y a le tweet de Mukwege que j'ai vu là. Il a tweeté. Donc, rapidement, là, je vais lire. Mukwege dit... Qui peut-on encore croire aux efforts de stabilisation de l'Est de la RDC avec le concours de la force EAC composée en grande partie d'États déstabilisateurs? C'est ça. Il est temps de revoir la diplomatie régionale et la gouvernance sécuritaire pour sortir de l'impasse. Ça, c'est le tweet de Denis Mukwege. Je vais répondre par oui ou non. Oui. Je vais répondre par oui ou non. Est-ce que c'est consacré la balkanisation de la RDC? Les données ne sont pas bonnes. Les données ne sont pas bonnes. Il y a quand même de l'inquiétude sur ce plan-là. Que les FARDC soient interdits d'accéder aux zones qui sont abandonnées par le M23. La question que je voudrais poser, c'est la force régionale de l'EAC occupe ces zones, pourquoi en faire? Et pendant combien de temps? Pourquoi en faire et pendant combien de temps? Je voudrais que le ministre de la Communication des médias nous réponde à cette question. Prochainement, lorsqu'il sera en briefing, qu'il nous réponde à cette question. Lorsque la force régionale occupe les zones libérées par le M23, c'est pour en faire quoi? Les occuper pendant combien de temps?
en faire quoi et les occuper pendant combien de temps? Et cette familiarité-là des M23 avec... Ça, c'est aussi. Oui, hein, c'est pourquoi je parle des inquiétudes. Oui. C'est pourquoi je parle des inquiétudes. Il y a quand même cette familiarité. Là, on a vu une Willy photo Ngoma de Willy Ngoma avec un officier de l'armée ougandaise en train de sourire, ainsi de suite. Il y a quand même cette familiarité qui ne devrait quand même pas exister de toutes les façons. Oui. Et c'est comme ça, c'est comme si le M23 semble nous donner un message que l'EAC, c'est pour eux, et non, ce n'est pas pour la RDC, c'est pour eux. Quelque part, il y a quand même de l'inquiétude. Mais je réponds aussi par non, en disant que ça va être compliqué. On va consacrer la balkanisation de cette manière. De quelle manière? Quelles sont les populations qu'on va amener dans ce pays? J'ai vu un tweet, on réfléchit, on dit par l'absurde, on dit on va amener les populations du Rwanda, de l'Ouganda, de la Tanzanie pour occuper ces terres. Oui. Mais est-ce que vous savez que ça va amener un autre problème? Si on amène les populations de ces pays, ils auront des territoires? Est-ce qu'ils ne vont pas s'entretuer encore? C'est ça. Ils vont encore s'entretuer. Je ne pense pas que ça soit facile d'arriver à consacrer la balkanisation à travers ça. Mais je voudrais que les autorités congolaises communiquent de plus en plus pour nous dire ça va prendre combien de temps? Hein, ça va prendre combien de temps? L'EAC va être là pendant combien de temps? Ah, c'est ça. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui va être fait là-bas? Et l'état de siège a été prorogé aussi et pour la 45e fois. L'autorité de ces zones reviendra à qui? L'administration va revenir à qui? Si les opérations, si les activités économiques reprenaient, s'il y a des taxes à payer, on va payer à qui? À l'EAC? À quelle autorité administrative? Qui répond de quelle autorité politique? C'est là que je dis qu'il y a des questions qu'il donc là-bas, il n'y aura que des étrangers qui vont gérer l'Est. Là, ce sont des étrangers qui gèrent. Hein. Et c'est vraiment très compliqué. Alors, Ambroise Momba, nous allons parler rapidement de cette nouvelle loi de la presse. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur les nouvelles conditions de délivrance de la carte de je n'ai pas encore lu l'intégralité de la loi. Mais je trouve quand même qu'il y a quand même une avancée par rapport aux conditions de délivrance de la carte professionnelle du journaliste. Parce que c'est écrit dans la loi qu'un journaliste, c'est lui qui a fait les études de communication, c'est lui qui a fait les études de journalisme, il est journaliste, ou toute autre personne qui a fait une autre filière, qui a fini sa licence, qui a son diplôme de licence, mais celui-là sera soumis à un stage de 24 mois, de 2 ans, dans une rédaction d'un média reconnu par l'État congolais. Et à ce moment-là, il aura sa carte 2 ans, c'est quand même professionnelle beaucoup, du journaliste. 2 ans, c'est pas beaucoup? Non, c'est pas beaucoup. Il faut que... Mais pour les anciens, c'est pas un problème. Parce que, bon, pour les anciens, c'est pas un problème. Parce que les anciens, il y en a qui ont déjà 10 ans, 20 ans d'expérience. Ça signifie que... ils ont déjà fait, ils ont fait des preuves, mais il faudrait peut-être qu'ils prouvent par la suite qu'ils ont un diplôme, des licences pour avoir la possibilité. Ça peut changer quelque chose dans les médias? Je ne sais pas. Je ne crois pas que ça peut changer quelque chose. Ça, c'est très important. Je voudrais avoir suffisamment de temps pour en parler, mais rapidement, dites quand même quelque chose. Ça ne va pas changer quelque chose. Parce que le problème, le diplôme, ce n'est pas ça qui fait l'éthique. Le diplôme, ce n'est pas l'éthique. Aujourd'hui, les gens qui nous créent des problèmes dans la profession ont des diplômes. Ils ont des diplômes. Ils ont des diplômes. Vous verrez qu'il y a des gens qui se comportent comme des politiciens. Vous n'allez pas nous dire qu'ils n'ont pas de diplômes. Ils ont des diplômes. Ce n'est pas les diplômes qui font l'éthique. L'éthique, c'est autre chose. L'éthique, c'est autre chose. Parce que le journalisme, quand même, c'est un métier noble. Mais bon. Il faudra quand même que nous puissions étudier, en dehors de tout ceci, il faudra étudier maintenant comment empêcher ceux qui font la politique à travers les journalistes d'arrêter de le faire. Et de ne pas nourrir l'activisme politique dans la presse congolaise. Ok, Ambroise Momba, merci. Ça sera tout. En tout cas, merci. De répondre à mes questions. Donc, cette émission est terminée, madame, monsieur. Ça a toujours été comme ça avec Ambroise Momba. Donc, merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. Au revoir et à la prochaine.